J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Et j'espère surtout que vous passez un bel été en dépit de toutes les frayeurs que nous procure l'actualité algérienne, des frayeurs franchement incroyables. Ben là, vous avez été très nombreux et nombreux à suivre ce qui a été diffusé par les autorités algériennes, cette saisie d'armes au port de Bjaya, ce complot qui nous rappelle le fameux épisode du Cap Sigli 1978, où une puissance étrangère aurait aidé un groupe de terroristes, de dissidents locaux à monter des opérations armées pour perturber la tranquillité du pays, pour saboter la stabilité du pays. Ou le ministère de la Défense nationale, la justice algérienne, les médias algériens, la télévision publique algérienne ont diffusé des témoignages et un film de propagande qui vraiment fait peur à la population et qui soulève des interrogations, et beaucoup d'entre vous se sont posé des questions sur ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans ce qui a été raconté par les autorités algériennes. Voilà, donc nous sommes à la veille, hier c'était le 14 août 2024, aujourd'hui nous sommes le 15 août 2024, donc à la veille, aujourd'hui c'est le début officiel de la campagne électorale pour les élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024, donc à la veille du début de la campagne électorale, comme par hasard, un groupe terroriste a été neutralisé, des saisies d'armes, et on a débusqué, on a démantelé un groupe qui voulait donc organiser des actions armées pendant le jour même du vote, et pour perturber le vote. Et encore une fois, la région qui a été ciblée, c'est la Kabylie qui est le cœur battant de l'Algérie, et le mouvement terroriste qui a été mis en accusation, qui a été accusé d'avoir préparé, d'avoir lancé des préparatifs pour des actions terroristes, c'est le mouvement du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, classé depuis mai 2021, comme étant un mouvement terroriste par les autorités algériennes. Alors, il y a eu un témoignage, il y a eu un film, il y a eu le principal accusé, un certain Moussa Zaidi a parlé. Bon voilà, qu'est-ce qu'on peut en penser? On n'a pas réagi à chaud. Sarahatan, nous avons refusé de réagir à chaud. Nous avons préféré prendre le temps nécessaire pour enquêter, pour bien décrypter ce qui a été dit, ce qui a été pensé, ce qui a été diffusé. Nous avons préféré prendre le temps pour confirmer, pour regrouper, pour essayer de joindre les personnes qui ont été accusées. Donc on a voulu faire un travail de journaliste. Là, on n'a encore une fois, maintenant, aucun parti pris. Nous n'avons aucun parti pris. Juste, bien sûr, la sécurité nationale de notre pays, l'ordre public, la paix, la sécurité de nos concitoyens est une valeur, ce sont des valeurs fondamentales sur lesquelles nous ne transigeons pas, mais nous restons journalistes. Après tout, et nous devons confirmer la véracité et expliquer le contexte des informations et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, vous raconter, vous offrir une information fiable. Alors, d'abord, commençons par la gravité des accusations des autorités algériennes. Ce qui caractérise cette affaire, c'est l'extrême gravité des autorités algériennes. Parce qu'il n'y a pas que le MAC qui est mis sur le banc des accusés, c'est aussi la France. Le communiqué du ministère de la Défense nationale, qui a été diffusé hier, le 14 août 2024, a lancé de graves accusations contre les autorités françaises et contre les services de l'enseignement français. La fameuse affaire d'Amir Bouraoui de février 2023, où les autorités algériennes accusent les services de l'enseignement français d'être derrière un complot de soutien logistique et militaire à des groupes d'opposants, à des groupes de séparatistes, de dissidents qui veulent semer le chaos en Algérie. Je vous lis d'abord le communiqué du ministère de la Défense nationale, étape par étape. Que dit le ministère de la Défense nationale? Dans le cadre des efforts continus pour lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée sous toutes ses formes, les services de sécurité ont procédé le 4 août 2024 au niveau du port de Bjaya, en 5e région militaire, à l'arrestation du dénommé Zaidi Moussa, en compagnie de son épouse, en leur possession une quantité d'armes à feu, des munitions, d'une somme d'argent en devises, ainsi que d'autres objets minutieusement dissimulés dans leur véhicule, dans l'intention de les introduire clandestinement en Algérie depuis le port de Marseille. Suite à l'ouverture d'une enquête, le mis en cause a avoué son implication et son adhésion à l'organisation terroriste MAC. Il a également affirmé que les armes saisies avaient été acquises par un réseau de cette organisation terroriste, activant dans le territoire français, ayant planifié de les introduire au pays et les remettre à certains éléments des cellules dormantes de la dite organisation, qui agissent dans l'ombre afin de commettre des actions terroristes
selon un agenda établi et commandité avec la complicité de services de l'enseignement étranger hostiles à l'Algérie, ayant pour objectif de semer le trouble, l'insécurité et perturber ainsi le bon déroulement des prochaines élections présidentielles. De ce fait, grâce à l'exploitation efficace de ces renseignements, les services de sécurité compétents ont procédé à l'arrestation de 19 autres membres du groupe terroriste MAC et de saisir une autre quantité d'armes découvertes dans un atelier clandestin de réparation d'armes à proximité de la ville de Bjaïa. Voilà ce que dit le ministère de la Défense nationale. Donc, d'après les informations confirmées par le ministère de la Défense nationale, il s'agit de 22 individus. Donc Zaidi Moussa Hada, c'est un immigré. Il a pris, je vous la gravité des accusations, parce que là, on n'est plus dans l'histoire algéro-algérienne, on est dans une histoire algéro-française. Parce que Zaidi Moussa, effectivement, c'est un résident en France. Nous avons confirmé les informations de Théo. Il réside en France, il avait obtenu sa carte de séjour. Nous avons vérifié toutes ces informations. Zaidi Moussa, il a obtenu son premier carte de séjour le 1er février 2013. Il a vécu dans la région de la Seine-Saint-Denis. Il a obtenu son titre de séjour autant que il s'est marié. Il s'est marié, donc il était marié. C'est une carte de séjour vie privée et familiale, c'est-à-dire qu'il a qu'un clandestin. Il était dans une situation irrégulière, comme il le raconte lui, originaire d'Amizour dans la wilaya de Bjaïa. C'est un soudeur. Il a vécu longtemps dans clandestinité en France. Dans une situation irrégulière, clandestinité, mais du point de vue sécuritaire, parce qu'il travaillait, il avait des fiches de paie, etc. Et il a été régularisé en se mariant. Donc il s'est marié, vie privée, alors que dans le clip de propagande, parce que après le ministère de la Défense nationale, il y avait le tribunal de Sidi Mohamed qui a fait une conférence de presse. C'est le juge d'instruction chargé de la section, c'est un juge d'instruction chargé de la section de lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier. C'est le pôle spécialisé de la lutte contre le terrorisme et de le crime organisé transfrontalier au niveau du tribunal de Sidi Mohamed. Il y a un juge qui a fait c'est le procureur de la République qui a fait une conférence de presse. C'est un monsieur qui s'appelle Sidali Bouzerina et qui a confirmé lui aussi les informations annoncées par le ministère de la Défense nationale. Et ce procureur de la République au niveau du tribunal de Sidi Mohamed, il a affirmé que c'est la DGSI, c'est la police judiciaire qui relève de la Direction générale de la sécurité intérieure. Donc c'est les services de l'enseignement algérien qui ont été chargés de mener cette enquête et d'étendre les enquêtes préliminaires qui ont conclu à l'importante. C'est la DGSI donc qui s'est occupée de cette enquête, du démantèlement de ce réseau et l'arrestation de ces 21 individus qui ont été présentés ensuite à la justice. Et le procureur, donc il a parlé, il a donné des noms, etc. Il a même parlé de complicité à l'étranger, d'activité à l'étranger. Donc il n'y a pas que le MAC qui est impliqué, même la France a été gravement mise en accusation, surtout par le ministère de la Défense nationale. Je répète, la phrase du ministère de la Défense nationale, elle est assez grave, je dis bien assez grave. Je répète, voilà, avec la complicité. Alors, les armes saisies avaient été acquises par un réseau de cette organisation terroriste active dans le territoire français, ayant planifié de les introduire en Algérie et les remettre à certains éléments de cellules dormantes de l'organisation terroriste MAC qui agissent dans l'ombre afin de commettre des actions terroristes, selon un agenda établi et commandité avec la complicité de services de renseignement étrangers hostiles à l'Algérie, ayant pour objectif de semer le trouble et l'insécurité et perturber ainsi le bon déroulement des prochaines élections présidentielles. Donc, on accuse des services secrets étrangers. Ça peut pas être, on fait allusion au service secret français parce que Hada Zaidi Moussa, il est venu de France, il est venu depuis le port de Marseille, à bord d'un navire d'une compagnie maritime française, c'est un résident en France, et dans son témoignage, parce que plus tard, après le tribunal de Sidi Mohamed, le ministère de la Défense nationale, le 1TV et les télévisions algériennes ont publié un film, où Moussa Zaidi Hadaya raconte
comment il a rencontré les gens du MAC en France. Il accuse les autorités françaises, il a accusé ouvertement les autorités françaises de couvrir les activités du MAC, de les autoriser, de les soutenir. Il a dit que le MAC avait des liens avec des personnes infiltrées au sein même des services de sécurité en France, et qu'au port de Marseille, lorsqu'il avait pris sa voiture pour aller où il a caché ses armes pour embarquer vers l'Algérie, qui n'a même pas été contrôlé, que un policier ou un douanier français n'a pas précisé dans son témoignage. Zaidi Moussa n'a pas été très précis, il aurait juste remarqué sa plaque d'immatriculation qui aurait été communiquée par le MAC, il a laissé passer le plus normalement possible pour s'introduire au sein d'un bateau de la compagnie Corsica Linea. Voilà, il a pris un bateau de Corsica. On va parler de tous ces détails-là. Donc, il y a des graves accusations qui ont été colportées, formulées par les autorités algériennes contre les autorités françaises. Là, on assiste, selon les autorités algériennes, à un complot fomenté par la France et le MAC, classé organisation terroriste depuis le mai 2021, qui serait parrainé, soutenu, encouragé, protégé par la France pour déstabiliser et saboter les élections présidentielles en Algérie. C'est des accusations extrêmement graves. On reviendra là-dessus dans un petit moment pour les analyser. Maintenant, les faits. Donc, Zaidi Moussa, alors, d'abord, première contradiction. Qui trouve le témoignage de Zaidi Moussa dans ce film, dans le film de propagande, dans le film qui a été le film documentaire, on le qualifie de propagande parce que malheureusement, nous avons découvert de nombreuses contradictions, des incohérences, des imprécisions et des mensonges. Premier mensonge, Zaidi Moussa n'a pas obtenu ses papiers en France avec du travail. Lui, dans son témoignage, qui est le film propagandiste, il dit qu'il a travaillé comme il est dans une situation irrégulière, il a travaillé longtemps comme soudeur, il faisait des travaux manuels grâce à ses contacts au sein de la communauté algérienne en France. Ensuite, il a pu louer, il avait trafiqué des papiers, il a pu louer ensuite, même bad, il a pu louer un logement, il faisait des fiches de paye sur la base, ça beaucoup de clandestins algériens le font de toute façon en France, c'est des fausses cartes de résidence, ils font des cartes de résidence en France, en Italie, ou là, des fausses cartes de résidence en Espagne, en Italie, ou là en Portugal, et ils viennent en France, ils prétendent être résidents déjà dans un autre pays européen, ils travaillent avec ces fausses cartes de résidence qu'on achète entre 500 euros, des fois 120, des fois 130 selon les réseaux de faussaires. Ensuite, ils travaillent, ils font des fiches de paye, les fiches de paye, ils cotisent, ils payent des impôts, là ils sont en auto-entrepreneurs, et pendant un certain nombre d'années, la loi française leur permet d'être régularisés parce qu'ils ont travaillé, ils ont cotisé, et ils ont prouvé qu'ils étaient intégrés à la société française. Sauf que c'est pas vrai. Ce que M. Zaidi Moussa a une carte de séjour qu'il a obtenue depuis 2013, la première fois à une année, où il a dit dans le film de propagande qu'il avait à Taouloum une carte de résidence d'une année. C'est vrai, c'était comme les dates, le 31 janvier, c'était le 1er février 2013. Elle était valable, son premier titre de séjour était valable jusqu'au 31 janvier 2014. Et c'est un certificat de résidence obtenu dans le cadre de la vie privée et familiale, classé vie privée et familiale, c'est-à-dire qu'il s'était marié. C'est-à-dire qu'il avait épousé une Française. Elle peut être d'origine algérienne, elle peut être franco-algérienne, elle peut être binationale, mais c'est une Française, elle est une femme titulaire de la nationalité française, et dans le cadre de ce mariage, de cette union, il a pu obtenir ce certificat de résidence, ce titre de séjour de vie privée, vie familiale. Donc, premier mensonge. Les autres mensonges, les incohérences sont nombreuses. D'abord, le monsieur a pris un bateau d'une compagnie française qui s'appelle le Jean Nicoli. Jean Nicoli, c'est une compagnie française de Corsica Linea. Et il est vrai que Corsica Linea, c'est une compagnie privée, corse, comme son nom l'appelle. Elle regroupe plusieurs actionnaires et qui fait, depuis ces dernières années, propose des dessertes maritimes depuis Marseille et le port de Sète aussi, du côté de Montpellier, vers des villes algériennes comme Bdjaïa ou l'Eskikda par exemple. Dans son récit, Moussa Zaidi affirme avoir joui d'une protection au niveau des services de sécurité français. C'est-à-dire qu'il n'a pas été contrôlé. C'est que le MAC, dans ses discussions avec les personnes qui le lient au MAC, ou là, ses interlocuteurs au sein du MAC, qui lui ont demandé d'acheter des armes, qui l'auraient financé, lui ont dit ne t'inquiète pas, en France on est protégé, tu ne seras pas contrôlé jusqu'au port de Marseille. Le port de Marseille, comme tous les ports français, c'est pas vrai, les Algériens peuvent le confirmer, il y a des contrôles très stricts, il y a des scanners, il y a des outils de contrôle, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que l'État français aurait laissé
un homme avec beaucoup d'armes, parce que le ministère de la Défense nationale, il parle de 6. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui a été ramené, parce que dans le communiqué du ministère de la Défense nationale, dans ce qui a été expliqué par le tribunal de Sidi Mohamed, on parle de 46 armes à feu de différents calibres, une quantité importante de cartouches, de balles et de projectiles de divers calibres, 12 paires de jumelles, 10 armes blanches, un ensemble de pièces accessoires pour armes à feu, des équipements de matières premières pour la fabrication de munitions, un GPS, des ordinateurs et téléphones portables, divers autres objets. Déjà, la liste qui a été donnée par le ministère de la Défense nationale, ce sont des armes, une liste confirmée encore une fois par le pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier du tribunal de Sidi Mohamed. Ce sont des armes, encore une fois, ce ne sont pas des armes de guerre. Le premier constat, une simple analyse, ce n'est pas des armes de guerre, ce ne sont pas des armes que des groupes terroristes utilisent habituellement pour des actions armées. 40 armes à feu, des armes à feu, 46 uniquement. Qui chauffent les photos, parce qu'ils ont affiché des photos au ministère de la Défense nationale. C'est des fusils de chasse, un fusil à pompe, c'est des fusils. Donc d'accord, la législation française, hein, donc c'est des armes qui n'étaient pas impressionnantes, c'est pas un arsenal de guerre. Généralement, les groupes terroristes ont des kalachnikovs, ils ont des explosifs, ils ont la TNT, ils ont des outils pour faire éclater pour provoquer ils ont des matières explosives. Non, 10 armes blanches, mouesse, des jumelles, 46 armes à feu, des ordinateurs. Donc, la question qui se pose, qu'est-ce qu'il a été, parce que dans le véhicule qui a été Moussa Zaidi, il a voyagé depuis Marseille le 4 août, à bord d'un véhicule Citroën Berlingo. Il a été pris en photo par les autorités algériennes, la Citroën Berlingo Rawha, immatriculé en France, dans la région parisienne, avec sa femme. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette Berlingo? S'il n'y avait que des téléphones portables, ou là des armes blanches, ou là des trucs de GPS, ça, on peut pas accuser les autorités françaises de complicité. Ben là, des armes mousse, la boucherie, parce qu'en France, on peut acheter des couteaux pour la boucherie, pour la cuisine. Ils sont pas considérés comme des armes dangereuses s'ils ne sont pas repérés ou la identifiés ou la débusqués dans certaines conditions. C'est au moment d'une agression, ou d'un cambriolage. Donc, mousse pour sa cuisine, ou là, un certain nombre de couteaux pour sa cuisine, parce qu'il est, ou là pour les travaux de culinaire, ou là pour la boucherie, ou là, on peut pas l'accuser d'être terroriste. Qu'est-ce qui a été ramené dans sa Berlingo? On ne le sait pas. Une grande incohérence, parce que pour accuser les autorités françaises de complicité, c'est-à-dire qu'il y a une défaillance au niveau du port de Marseille, c'est-à-dire que est-ce que toutes ces armes étaient cachées dans la Berlingo? Il ne le dit pas le ministère de la Défense nationale. Il dit juste qu'au bout de l'enquête, après l'arrestation de 21 individus, voilà ce qui a été saisi. Mais il ne dit pas qu'est-ce qui a été saisi dans la Berlingo le 4 août, parce que l'affaire a commencé le 4 août 2024, quand Moussa Zaid et son épouse ont été arrêtés au port de Bjaïa. Donc on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'il y avait des armes? Lui, Moussa Zaidi, il dit qu'il avait des armes. Les armes qui ont été décrites alors, par Moussa Zaidi, pourquoi il y a des incohérences? Il faut savoir que le port d'armes en France, contrairement à ce qu'on croit, il est légal. Il y a un dispositif juridique très strict qui encadre le port d'armes. En France, ils ont un système qui s'appelle le système d'information sur les armes, la CIA, CSIA. Le système d'information sur les armes, il permet à certaines catégories de la population française de posséder des armes. Pourquoi? Parce qu'en France, c'est un pays de chasseurs. En France, il y a plus de 1 million de chasseurs. Les personnes qui ont des permis de chasseurs peuvent prétendre, ils ont le droit d'avoir des armes, notamment des fusils de chasse. Et comme la chasse est une tradition historique en France, les autorités françaises ne peuvent pas, et les chasseurs c'est un lobby important, c'est plus de 1 million de personnes, jusqu'à même 1,5 million. Donc, il y a une loi en France, il y a un dispositif juridique, le système d'information sur les armes, et qui classe les armes selon 4 catégories. Catégorie A, catégorie B, catégorie C, catégorie D. Catégorie A, c'est interdit de les posséder parce que c'est des armes de guerre et que les services de sécurité ou dans certains cas spéciaux, les gardes du corps ou les sociétés privées de sécurité. La catégorie B et les autres catégories, c'est les chasseurs et c'est aussi les tireurs sportifs.
dans la loi française, les détenteurs d'armes particuliers majeures peuvent créer un compte. Donc pour posséder une arme, pour acheter une arme en France, il faut s'identifier, il faut demander une autorisation au niveau de la préfecture, il faut avoir un compte numérique au niveau du système d'information sur les armes, il faut s'identifier, il faut s'inscrire au niveau du système d'information sur les armes, SIADA. Il faut avoir un permis de chasser ou une licence de fédération sportive de tir pour le pratique du tir sportif. C'est un sport qui est méconnu en Algérie, mais il y a un sport qui s'appelle le tir sportif. On peut détenir des armes. Il y a des personnes qui ont hérité des armes de leur père ou de leur grand-père ou de leur famille, ou qui ont des armes catégorie D ou catégorie C, qui ne sont pas classées comme des armes de guerre ou des armes avec des balles réelles, des munitions réelles, ils sont autorisés à la vente libre. Mais la loi française est très stricte. Oui, effectivement, Moussa Zaidi lui-même confirme qu'il avait une licence de tir sportif. Donc, il faisait du tir sportif et qu'il avait demandé une licence, donc il était inscrit au système d'information sur les armes. Parce que le système d'information sur les armes, même les vendeurs d'armes, ce qu'on appelle les armureries en France, ce sont les commerces qui vendent des armes, notamment pour les chasseurs, les personnes qui sont habilitées, les armureries. Une arme en France ne peut pas être vendue si l'acheteur ne présente pas les documents ou là n'est pas identifié comme étant détenteur d'un compte système d'information sur les armes, une licence bien précise. Et toutes les armes qui sont achetées au niveau des armureries sont ensuite tracées, identifiées, suivies. Le système d'information sur les armes fonctionne très bien en France. Il n'y a pas eu de dérapage particulier. Il n'y a pas eu de fusillade grave en France. Après, il y a le marché parallèle. Le marché informel, les autres trafiquants de drogue, trafiquants d'armes, les gens des Balkans, les gitans, les Albanais, les trafiquants les Corses, les Maghrébins aussi, même des Algériens qui il y a des trafics d'armes, voilà, c'est pas un pays de sécurité à 100%. On peut acheter des armes dans le marché informel. Mais quand on est détenteur d'une licence de tir sportif, on est identifié par les autorités, on est accrédité par les autorités à posséder un certain type d'armes. Mais ce n'est pas des armes de guerre. D'ailleurs, la saisie opérée par les services de sécurité algériens ne parle pas d'armes de guerre. C'est des armes à feu de différents calibres. Mais il n'y a pas de bazooka, il n'y a pas de missiles, il n'y a pas des autres explosifs. Ce ne sont pas des armes utilisées habituellement par des terroristes. C'est des armes de délinquants. C'est un réseau de délinquance, oui. Terroristes. C'est un groupe terroriste, il a quand même des armes plus sophistiquées, plus dangereuses que cela. Donc Moussa Zaidi, il avait une licence. Donc en quoi les autorités françaises sont complices? S'il avait une licence, il avait le droit d'acheter certains types d'armes. Au cas, il achetait des cartouches, c'est des armes de tir sportif. Qui peuvent blesser, bien sûr, qui peuvent mettre en danger l'intégrité physique. Mais ce ne sont pas des armes qui peuvent permettre à un groupe armé de faire de grandes actions. Parce que maintenant, les actions terroristes, même avec un couteau, tu peux faire. Qu'un chef en Europe, des actions terroristes, oui, avec un simple couteau, il va poignarder 3, 4, 5 personnes, et ça fait une action terroriste qui a un retentissement médiatique. Donc, quelquefois, on n'a pas besoin, effectivement, d'armes sophistiquées. Mais, ça ne veut pas dire que le pays où ce couteau a été vendu, où ce couteau a été commercialisé, ça ne veut pas dire que ces services de renseignement sont complices. Parce qu'on ne peut pas interdire la vente de couteaux s'il y a des malades mentaux, il y a des terroristes qui utilisent des couteaux. Maintenant, si on interdit les couteaux, on peut pas, des secteurs entiers de la vie quotidienne seront paralysés. C'est pour vous dire que pour affirmer qu'il y a une complicité des services secrets français, s'il y avait des livraisons d'armes très sophistiquées, mais des jumelles, un GPS, des armes de tir sportif, des fusils de chasse, ça c'est très facile de les acquérir en France. T'as pas besoin d'une complicité. Les licences peuvent être obtenues. Il y a plus de 1 million de chasseurs. Donc ça n'a rien à voir avec un soutien, ça ne nécessite pas un soutien logistique ou politique de l'État français ou des services de l'enseignement français. Donc c'est une grande incohérence. Donc le monsieur Moussa Zaidi, il faisait du tir sportif et ça lui a permis d'acheter des armes de la manière la plus légale. Il a parlé de certaines armes achetées au niveau du marché informel, mais il a parlé de sommes, des sommes ridicules, 5 000 euros, c'est des petites sommes. Donc, il y a des réseaux de délinquance, oui. Les réseaux de terroristes sont quand même beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus dangereux. En tout cas, les réseaux de terroristes qui activent sur le territoire algérien, qui ont activé en Afrique ou au Maghreb, c'est des réseaux qui sont beaucoup plus armés que cela.
Malheureusement, il y a eu d'autres incohérences qui discréditent, je dis malheureusement parce que ça discrédite notre pays, parce que le film incroyable qui a été inventé, on aurait pu y croire s'il n'y avait pas toutes ces incohérences. Les autres incohérences. Alors, Moussa Zaidi, il prétend qu'il était en contact avec des éléments du MAC, notamment واحد واسمه Jamal Kennan. Jamal ou Ja'far, voilà. Qui s'appelait Ja'far Kennan. Voilà. هذا جعفر خنان ولا ما على بالي جعفر كنان en tout cas, j'ai oublié comment il s'appelle, en tout cas Ja'far Kennan, qui est originaire de Wagnoun, dans un village en Kabylie, qui effectivement il se trouve en France. Alors, au début du film, si vous l'avez remarqué bien, voilà, Ja'far Kennan. Il est effectivement né le 18-09-1981 en Tizi Ouzou. Il a milité dans le sein du MAC et dans la propagande, même dans le film même propagandiste des autorités algériennes, ils ont affirmé que Ja'far Kennan, il a participé en 2016 à des marches du MAC, etc. Il est déjà connu des services de sécurité en Algérie. Il est déjà connu de la justice en Algérie parce qu'il avait été il a déjà écopé il a déjà été poursuivi devant la justice pour avoir participé à une marche du MAC le 20 avril 2016, qu'il a eu des soucis avec les autorités algériennes et qu'il a quitté illégalement le pays, qu'il se retrouve en France depuis septembre 2020. C'est le début du film, le début du documentaire le dit. Ja'far Kennan, qui est présenté, Ja'far Kennan, il est présenté par Moussa Zaidi, le terroriste du MAC, comme étant son principal interlocuteur, un homme intelligent, très instruit, et c'est lui qui le manipulait, qui l'incitait à acheter les armes, à préparer les armes, et c'est lui qui serait la tête pensante de Ja'far Kennan. Il est présenté dans ce film des autorités algériennes, et par le témoignage de Saïd, de Moussa Zaidi Hadaya, il est pas Zaidi Moussa, il est présenté comme le cerveau des opérations terroristes du MAC. Sauf que Ja'far Kennan se retrouvait, selon les autorités algériennes, et nous l'avons confirmé, nous avons contacté ses proches, il est effectivement en France depuis 2020. Depuis septembre 2020. Voilà, effectivement, il est sur le territoire français depuis septembre 2020, il a demandé le refuge politique, etc. Il vit actuellement, effectivement, à la frontière franco-suisse. Sauf que dans le film de propagande, Moussa Zaidi, il prétend avoir connu Ja'far Kennan depuis 2016 en France. Sauf qu'en 2016, il était en Algérie. Il n'était pas en France. Moussa Zaidi, il prétend avoir rencontré Ja'far Kennan en France, dans Paris. Il a parlé d'Aubervilliers, de rassemblements en France. Il a cité des bistrots et des cafétérias tenus où il a fréquenté par les éléments du MAC à Paris. Ja'far Kennan n'était pas à Paris en 2015 et en 2016. Donc, il n'aurait jamais pu rencontrer physiquement Monsieur Moussa Zaidi. C'est pas possible. Il n'était pas en France. Qu'en en France depuis septembre 2020. D'ailleurs, Ja'far Kennan, il a fait une publication sur son page Facebook. Il dit que les autorités algériennes ont arrêté une personne nommée Moussa Zaidi, que j'ai un ami. Il a confirmé qu'il a un ami en Facebook, mais que je n'ai jamais rencontré dans la vie privée. C'est une personne qui commentait parfois mes publications. Il m'envoyait des messages tels que Ezzoul, oh comment vas-tu? Si les services algériens sont en possession de son téléphone, cette information est vérifiable. Ce qui m'a choqué, c'est de voir cette personne m'impliquer dans une histoire de trafic d'armes à des fins de lutte armée en Kabylie. Il prétend même que je l'ai rencontré en France, que j'étais en compagnie de Farhat Mahanni. Or, je n'ai jamais vu Farhat Mahanni en France, ni d'ailleurs, ni ailleurs. J'ai même fait pléthore de publications contre ce personnage. Je n'ai jamais milité pour le MAC depuis une dizaine d'années. Je dément formellement toutes les déclarations de monsieur Moussa. Encore une fois, ce monsieur n'a apporté aucune preuve, car tout n'est que mensonge, une plainte sera déposée. C'est Ja'far Kennan lui-même, sur sa page Facebook, qu'il a commenté il a apporté ce démenti. Nous avons vérifié les informations. Effectivement, Ja'far Kennan a quitté le MAC depuis 2016. Et c'est un dissident du MAC. Il est resté indépendantiste. Il croit à l'indépendance de la Kabylie, mais il ne fait plus partie du MAC. Il critique Farhat Mahanni, parce que le MAC, il n'y a pas un consensus énorme au sein du MAC. Il y a beaucoup de militants du MAC qui se sont disputés, ou là, qui ont contesté la légitimité de Farhat Mahanni, ou là, de son bureau politique, ou de ses collaborateurs. Ils se sont disputés avec eux. Donc il y a eu des dissidences.
Il y a pas mal de dissidents du mouvement du MAC qui ont quitté le MAC. Il a quitté le MAC, il ne travaille pas, il ne collabore pas avec le MAC, il est contre Farhat Mehani, son groupe. Mais il a gardé ses convictions indépendantistes. C'est-à-dire il pense que la Kabylie, son avenir, c'est l'indépendance du pays. L'avenir de la Kabylie serait meilleur si elle prend son indépendance par rapport à l'Algérie. Ça, c'est sa conviction personnelle. Ça n'implique que lui. Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord, on cautionne pas ce genre de conviction radicale. Mais, il faut dire la vérité, il n'a plus de relation avec le MAC. Il milite même contre Farhat Mehani. Il n'était pas en France en 2016 ni en 2015. Il n'était pas en France. Il était en Algérie. Il ne se trouve en France que depuis septembre 2020. Et là, il va déposer plainte. Et ce qu'il dit, c'est vérifiable. N'importe quel juge, et même un juge algérien, un juge français, il va constater qu'il n'était pas sur le territoire français au moment des faits qui lui sont imputés. Donc, il y a une énorme incohérence. Et ce mensonge détruit à lui seul la crédibilité et le crédit qu'on pourrait accorder à ce film. Comment une action terroriste pourrait être organisée par quelqu'un qui serait un responsable du MAC alors qu'il n'est plus au sein du MAC depuis 2015-2016? On lui impute des faits, des rencontres, des actions menées en 2015 sur le territoire français, alors que 2015-2016, elle était sur le territoire algérien. Il est en France que depuis septembre 2020. Les incohérences sont nombreuses. On parle d'actions terroristes alors qu'il y a des armes légères, des couteaux, un GPS, ordinateur. C'est des armes de délinquants, oui, de délinquance, mais c'est pas des armes de groupes terroristes. On parle de complicité des services secrets français alors que il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun indice. C'est un sans-papier algérien, il a obtenu ses papiers, il s'est marié en France, il prétend avoir une licence de tir sportif. Là, il y a des milliers de Français qui pratiquent le tir sportif, ce ne sont pas tous des agents des services secrets français. Donc il y a tellement d'incohérences et de contradictions. Et voilà, on ne peut pas accorder malheureusement le moindre crédit à cette histoire. Quand on veut faire de la propagande, au moins on essaie d'inventer des faits qui sont fiables. C'est pas fiable cette histoire. C'est vraiment pas fiable. Et à la veille de la campagne électorale, à la veille du début de la campagne électorale, donc il y a une volonté manifeste de semer la panique, de semer la peur, de terrifier la population, de dire voilà, le pays est menacé, le pays est victime d'un complot, le pays a des ennemis, le pays est en danger. C'est pour ça qu'on doit faire cette élection présidentielle anticipée, c'est pour cette raison qu'on doit conforter le pouvoir en place, c'est pour cette raison qu'on doit se réunir autour du pouvoir en place. Ça sent la manipulation. Et c'est de l'amateurisme, c'est une manipulation d'amateurs. C'est de l'amateurisme. Djib wahda berlingo, tahakmo le 4, 10 jours plus tard, tu fais un témoignage, des contradictions, des mensonges, des incohérences, tu accuses une puissance comme la France, alors que finalement, t'as saisi que des jumelles, que des ordinateurs, que des couteaux et quelques pistolets, qu'on peut acheter lorsqu'on est chasseur ou lorsqu'on est tireur sportif. C'est pas du tout crédible. Et malheureusement, cette histoire va aggraver les suspicions, les doutes qui entourent ou là, qui sont formulés à l'encontre du régime algérien. Et encore une fois, ça va discréditer le processus électoral. Ça démontre une nouvelle fois qu'on veut absolument conditionner la population algérienne, on veut la terrifier, on veut lui faire peur, on veut lui inculquer l'angoisse collective pour la contraindre à aller voter, ou au moins pour la contraindre à accepter les résultats du prochain élection présidentielle. Mais se brouiller avec un partenaire aussi important que la France, lancer de graves accusations, mentir, faire une telle propagande, faire preuve d'un grand amateurisme dans ce travail de propagande, c'est malheureusement se discréditer aux yeux de la communauté internationale et ça peut valoir des ennuis. Maintenant, les relations algéro-françaises, après cet épisode, ça va être très difficile de revenir à une phase normale. Parce que là, c'est pire que l'affaire Amira Boulaoui. Là, on accuse la France d'avoir fourni des armes et d'avoir couvert et protégé un groupe terroriste qui voulait tuer des Algériennes et des Algériens. C'est un motif de rupture de relations diplomatiques.